Enregistrement numéro 69A876 à destination de la Weyland-Yutani. Si quelqu'un entend cette transmission, ou au moins si quelqu'un la reçoit, je m'appelle Valou Artworks, responsable de manutention sur Hadley's Hope par la Weyland-Yutani. Je sais, vous allez vous demander ce que peut bien faire un employé bidon de la Weyland sur une planète morte après la destruction de la colonie, et comment j'ai pu miraculeusement y échapper. J'ai pris un véhicule pour une mission 1 heure avant la perte de contact avec les colons. J'ai vu les Marines débarquer au loin, dans le ciel, puis la station partir dans un nuage de fumée. Aujourd'hui, il reste que moi, une demi-douzaine de rations Weyland, un véhicule sans essence, et je sais que je suis foutu. Alors par cette transmission, je vous offre mes dernières volontés. Si quelqu'un reçoit ce message, peu importe quand, sachez qu'Aliens de James Cameron est pour moi le plus grand bijou de la saga Xenomorph. Et puisque, visiblement, j'ai 5 minutes à tuer avant de mourir, je vais vous faire un topo sur le film et son héritage. Valou Artworks, terminé. Merde, c'est comment qu'on arrête un message déjà, là? Oh, y a tout un tas de boutons là-dessus, là. Fin de communication? Fin de transmission? Ouh. Bisous. Bon, vous me connaissez, ce serait un doux euphémisme de dire que, origine de mon amour pour la science-fiction, la saga Alien fut ô combien importante dans ma vie cinématographique. Premier effroi d'horreur, premier voyage à travers l'espace, et premier univers me fascinant au-delà du mythe. Oui, j'aime Alien pour le chef-d'œuvre de Ridley Scott, l'obscurité gothique de David Fincher, le glauque détonnant de Jean-Pierre Jeunet, autant de pattes filmiques propres à chaque long métrage, incomparable et intemporel dans sa quadrilogie. Et ce, même jusqu'à défendre le soi-disant indéfendable, ou quand quelques castagnes contre chasseurs galactiques me provoquent plaisir également coupable. Dans ta gueule! Oui, alors je sais, les dialogues de Requiem, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Après, ils sont tous comme ça. Hein. Bon, cela dit, rassurez-vous, j'en suis pas encore au stade de défendre Alien Covenant. Hein. Non, y a des limites. Et au cœur de cette passion, une question me vint à l'esprit. Comment partager au mieux cet amour pour la saga sur une plateforme où, j'en suis conscient, tout fut déjà dit sur le sujet? Là-dessus, la réponse sembla évidente. Clamer haut et fort mon opinion sur ce que je considère être prémisse d'une mythologie. Point d'orgue de l'univers xénomorphe, Alien, le retour. Alors avec nuance et développement à travers les âges, tentons de résoudre l'énigme du jour. James Cameron et sa création sont-ils véritables pères de la franchise? Son opus trône-t-il réellement au sommet des œuvres de la licence? Messieurs, dames, il est temps de retrouver Hudson et sa bande. Et peut-être que t'as pas bien regardé le match à la télévision, mais on vient de se faire torcher le cul, mec! Mais avant de sortir le fusil à pompe, une nouvelle escapade à bord du Nostromo semble inévitable. Car oui, retracer un tel univers ne peut commencer sans en apprendre l'origine. Émerveillé par le travail de Stanley Kubrick sur 2001 Odyssée de l'espace, qu'il juge, plus encore qu'un grand film, œuvre touchant le réalisme du doigt, c'est un Ridley Scott de déjà 42 printemps qui se voit approché par les scénaristes et autres producteurs, Dan O'Bannon, Walter Hill et Gordon Carroll, pour réaliser film à petit budget, initialement 4,2 millions de dollars, nommé Alien. À l'époque, Scott est un réalisateur n'ayant qu'un long métrage à son actif, duelliste, mais reconnu dans le milieu pour son travail dans la publicité. Il est également assez éloigné du cinéma de science-fiction, acceptant le challenge, d'ailleurs, après 3 visionnages de La Guerre des Étoiles, lui rappelant tout le potentiel de ce registre filmique. Premier point donc important à souligner, d'autant plus quand on voit avec quelle force, pour ne pas dire culot, Ridley Scott tenta de reprendre ces dernières années la licence à son compte. En aucun cas, le scénario d'Alien ne fut de son ressort. Oui, initialement intitulé Memory, les premières idées viendront d'un autre passionné du style, Dan O'Bannon, Lovecraftien dans l'âme, ayant entre autres travaillé avec John Carpenter sur Dark Star, se penchant sur un script bien avant sa rencontre avec le cinéaste. Il en écrit pas moins de 29 pages, devenant introduction du film Alien, équipage sortant d'un hypersommeil suite à un appel de détresse inconnu, tombant en panne sur une planète désertique, ils recueilleront créatures de cauchemar à leur bord. Pour l'anecdote, l'idée de fécondation, puis naissance par la cage thoracique de sa victime, viendra de Ronald Shusett, ami, producteur et scénariste, aidant déjà O'Bannon depuis Memory, devenant par la suite Star Beast, puis, enfin, Alien. Refaçonné tant bien que mal avec Walter Hill et David Giller, apportant quelques pierres à un édifice qu'ils jugeaient trop amateur, ce sont eux qui se dirigeront par la suite vers Scott afin de réaliser ce long métrage, celui-ci préférant même scénario original d'O'Bannon à certaines réécritures faites depuis et devenant aide majeure d'un homme se sentant peu à peu mis sur la touche. De son côté, le cinéaste impressionnera la Fox par ses storyboards, souhaitant mieux ancrer le film dans l'horreur. Pour lui, il doit être l'équivalent de Massacre à la tronçonneuse dans l'espace. Rien que ça. I was an art director.
I decided that early on, because the budget we got to the film originally was like $4.5 million. And I thought, I had no perception of what $4.5 million meant in terms of, it sounded like an awful lot of money to me. So I sat down to prepare my own thoughts on it. And of course I storyboard everything, right? Which produced a reaction of, you know, delight, but at the same time kind of horror, because the costs suddenly started to look like they were rising. And so what we did is we presented the board, I had to present the board to Fox. And then based on that we doubled the budget. So we went into 8.4 or something, because I think they started to feel that there was something here. C'est alors qu'à l'approche du tournage, Scott n'est plus obnubilé que par une chose, trouver design parfait pour la créature. Toujours dans cette mouvance d'ultra-réalisme, il veut faire frémir le spectateur, le faire croire en l'irréel, proposer quelque chose n'ayant jamais été fait auparavant. Si les scénaristes eux-mêmes se tentent à quelques ébauches, aucune ne tape pourtant dans l'œil des studios. Ils se tournent donc vers le pays du chocolat, des montres et des équipes sortant la France à l'euro, coucou la Suisse, pour contacter hommes ayant travaillé sur un projet d'une quelques années auparavant avec O'Bannon, Hans Giger. Si Carroll licencie dans un premier temps ce dernier, jugeant ses croquis trop dérangeants, O'Bannon s'y opposera d'heure chef. Perturbant, certes, mais d'une originalité exceptionnelle. Il montre alors à Scott exemplaire du Necronomicon, livre d'art de Giger, dont un tableau de 1976, Necronome 4, fascine le réalisateur pour son côté biomécanique, jumelé à un érotisme et une terreur naturelle omniprésente. Validé par le cinéaste, 6 mois seront alors nécessaires à l'artiste afin de créer et concevoir la créature alien dans les studios de Shepperton, en Angleterre. Il s'occupera également du design de la planète, ainsi que de toute l'esthétique du vaisseau inconnu et de son Space Jockey. Pour lui, l'idée était avant tout de concevoir créature élégante et croyez-moi qu'à l'époque, personne n'imaginait le culte que celui-ci forgeait. Avant, j'ai travaillé 2 mois pour faire des dessins, tous ces trucs. Et puis après, je suis allé à Shepperton Studio pour superviser les choses. Et puis j'ai remarqué qu'il n'y a pas des gens que j'aimerais bien d'avoir là, parce que c'est très difficile de transformer mes dessins en 3 dimensions. Et puis j'essayais moi-même de le faire. Et puis j'ai fait quelques modèles du décor et j'ai modélé aussi quelque part des aliens. Ce sont plusieurs. Une mixture que j'ai fait, j'appelle biomécanoïde. Ça veut dire biologique et puis mécanique. Une mixture, c'est un peu dans la direction de l'art nouveau. Et avant même de parler Cameron, j'insisterai là-dessus, merci Giger, l'un des plus grands génies de la discipline. Si vous souhaitez d'autres travaux cinéma du bonhomme, je vous conseille La Mutante ou les concept art de Batman. Un délire. S'inspirant des comics métal hurlant, Scott imaginera un futur usé, poussiéreux et sombre pour l'esthétique du Nostromo, dont l'équipage tout autant que le vaisseau doivent retranscrire ce côté marqué par le temps. Une fois le casting en place, Alien se tournera de façon très compliquée, due aux exigences et aux méthodes du cinéaste, sur une période de 14 semaines, de juillet à octobre 78, pour une sortie mondiale le 25 mai 1979. D'un budget final de 10 millions de dollars, il en rapportera pas moins de 100 millions à travers le monde, succès critique et commercial hors norme, mais posant avec recul l'une des questions de notre thématique. Parle-t-on ici de la création d'un univers ou d'un simple chef-d'œuvre? Car oui, même si depuis Prometheus, Ridley Scott semble se prendre pour Dieu le père de la licence, si j'aborde ce premier volet avec vous, c'est bien pour une raison précise. Comprendre que ce fut un formidable travail d'équipe. En rien responsable du scénario, ni même de la création pure de l'alien dont le véritable père restera toujours le maître Giger, Ridley Scott construit cependant œuvre emblématique dans sa science de l'attention, de l'horreur et de ce réalisme gothique de la science-fiction ayant marqué une génération. Bijou au sous-texte intime et nombreux, de ses connotations sexuelles à son rapport à l'humain, en passant par son empreinte sur le cinéma de l'époque. Il est donc indéniable que son talent fut un pilier indispensable à la saga. Mais cela fait-il de lui père créatif d'un univers? Non. Et à sa défense, ce n'était probablement pas son but, tant Alien aurait pu se suffire à lui-même. On reconnaîtra toutefois une profondeur indéniable dans ses storyboards qui, s'ils ne furent pas selon moi socle d'une continuité de lore, offrirent âme inestimable, ambiance et ton à la SF jamais vu auparavant. Différence entre donner vie à l'imaginaire et créer un mythe. La question est, après un galop d'essai aussi percutant, qui fut donc l'homme transformant alors Bijou unique en véritable mythologie? Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter Monsieur James Cameron.
Après un tel succès, David Giller, qui deviendra producteur exécutif de la suite, en propose justement une. Cela étant, à sa grande surprise, une majorité des membres de la Fox s'y oppose. Pendant ce temps, un certain James Cameron, grand fan de SF dont le premier court-métrage fut d'ailleurs Exogenesis, en 79, peaufine l'écriture d'un brûlot nommé Terminator, souhaitant absolument Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre. Mais pris par le tournage de Conan le Destructeur pendant près d'un an, le bodybuilder préféré d'Hollywood est indisponible, libérant donc Cameron pour d'autres projets pendant ce laps de temps. Impressionné par le scénario de Terminator, Giller lui propose suite d'Alien. La seule consigne que lui donnent les producteurs, un replay sur LV-86 et des militaires. C'est tout. Grand admirateur de Scott, Cameron se lance alors dans une ébauche de scénario qu'il peine à rendre et développer dans les temps. Tournage de Terminator oblige, dont la Fox apprécie toutefois énormément la vision, lui promettant direction de cette suite si le T-800 cartonne au box-office. La suite, on la connaît, les aventures de Sarah Connor deviennent succès mondial, permettant à celui-ci d'officiellement se pencher sur la réalisation d'Alien, le retour. Du fait, son objectif est simple. Son scénario étant entièrement validé, à ses yeux, la meilleure façon de respecter la version initiale de Ridley Scott n'est pas de proposer remake déguisé ou version identique du premier opus, coucou J.J. Abrams et son réveil de la force, mais bien véritable suite ayant originalité propre et éléments inédits. Son but est avant tout d'étoffer l'univers. Le tout, bien sûr, sans oublier de rendre hommage vibrant au premier volet. Going into a movie theater on opening night, not knowing what to expect, the mystery, the wonder, and then the sudden shock and terror that film created, you can't beat that. So I had to come up with an end run around that would be equally entertaining for an audience, but in a different way. And I knew I could do action. I don't think Ridley liked the fact that I came along and kind of, trampled around in his little world that he'd created. And now as a filmmaker, having made the two Terminator films and then seeing others work in the same sandbox, I know what that feels like, because what Ridley had set in motion was the creation of a world. And I was as much doing an homage to what Ridley had created as I was making my own movie, but I did set out to do both in a balance. Et là, on constate déjà deux choses. Non, Ridley ne fut pas créateur d'un nouveau monde, mais l'un de ses artisans, ce qui est déjà pas mal, hein. Et bordel Jim, t'es beaucoup trop modeste. L'univers étendu vient en grande partie de toi, camarade. Dès lors, il devine que son passif dans le cinéma d'action via Terminator l'aidera à donner réelles ambitions au long métrage. Fasciné par le personnage d'Ellen Ripley, il envoie son script à Sigourney Weaver, étonné de ne jamais avoir été mis au courant de son existence plus tôt par les studios. Si le manque d'expérience du cinéaste l'effraie dans un premier temps, la place centrale de Ripley, au cœur du film, tout autant que la compréhension de Cameron quant à son évolution, lui feront entendre raison. Et après quelques modifications apportées au personnage et une négociation de contrat difficile avec la Fox, la comédienne embarque à nouveau dans une lutte sans merci contre le xénomorphe le 18 juillet 1986. Mieux, il confiera à Stan Winston le soin de concevoir les nouveaux aliens. Bye bye Giger donc pour une raison simple, sa volonté de s'approprier la créature, y mettre sa patte due à son passif de designer. Le look de la reine, par exemple, sera entièrement conçu par Cameron en personne. Le tournage est cependant chaotique, le bougre n'étant pas respecté sur les plateaux. Son exigence déplaît à l'équipe, les journées sont interminables, des grèves se lancent, Weaver est absente car Escort Girl également en préparation, des acteurs se font virer pour possession de drogue, bref, c'est pas gagné. Mais par miracle et surtout beaucoup de travail et de concessions, il arrivera à son terme, Weaver soutenant le cinéaste pour son génie et une raison simple, celui-ci croit plus que jamais en un film qu'il a conçu, façonné et imaginé presque seul en intégralité. Doté d'un budget de 18 millions de dollars, il en rapportera 131 à travers le monde, 7 nominations aux Oscars en prime, nouveau banger pour Cameron, mais aussi pour la licence, dont notre objectif ne sera pas analyse filmique, mais bien étude d'un lore. Car oui, créé par Cameron lui-même, nous pouvons cette fois parler de véritable mythologie venant d'un visionnaire. Messieurs, dames, comprenons maintenant pourquoi Alien le Retour fut bien fer de lance d'une des plus grandes sagas de notre temps. Ne la touche pas, sale pute! Après un tel chef-d'œuvre nommé Alien, le challenge était effectivement d'innover sans perdre les fans originaux. Le tout dans ce que Cameron sait faire de mieux, l'actionneur. Au milieu des années 80, le genre se développe énormément, même par-delà son socle original, allant ici jusqu'à s'infiltrer dans la science-fiction. Excite l'angoisse, la peur et le huis clos oppressant, et bonjour l'esprit de revanche testostéroné à la dramaturgie toutefois complexe. Personnages féminins forts, maternité perdue, effets spéciaux révolutionnaires ou encore extension de lore, Alien le Retour est un exemple de suite réussie,
divertissante et surtout utile sans dénigrer l'œuvre originale. Si elle ne suit pas drastiquement les pas laissés par Scott, elle forge un tout autre chemin qui deviendra objectivement inspiration d'une grande part de l'héritage moderne de la licence. Premièrement, revenons à l'origine même de l'alien. Créature inconnue lors du premier film, l'appellation xénomorphe sera directement issue de cette suite. Excusez mon lieutenant, un quoi? Un xénomorphe. Signifiant forme étrangère, l'appellation insiste notamment sur l'héritage direct de Giger, création malsaine dont la forme n'est pas celle cristalline de l'espèce à laquelle elle appartient. Mieux, souhaitant étendre son influence, Cameron se posera différentes questions sur les mystères laissés par Ridley Scott. Ainsi, c'est bien cet opus qui amorcera fameux cycle de reproduction de la reine, développant tout un lore autour des nidifications xénomorphes. Excite la métamorphose glauque du premier volet, et bonjour à une méthode délaissant certes le côté humanoïde érotique de l'original pour un cycle plus insectoïde, mais ô combien réaliste, novateur, et offrant au public l'une des matriarches les plus impressionnantes de la science-fiction. Rien que pour l'esthétique de la reine, obligé de plier le genou. At any one time, to move the Queen can take up to 14, 15, and possibly 16 operators. And cut! It's the most complicated piece of construction I've ever done. Quite a scary job, and hopefully it'll be as scary for the audience as it's been for us to create her. Filmiquement, c'est aussi par son prisme qu'un nouveau suspense se met en place. Y a-t-il un organisme social entre ces animaux? Quelle est la complexité de leur hiérarchie? Voilà tout le génie de ce nouvel apport. Créer dynastie de ruches, augmentant l'effroi et la dangerosité de ces animaux. Autre distinction évidente avec son prédécesseur, il délaisse le design du premier film afin de mettre en avant variantes inédites. Oui, Cameron réinvente ces créatures comme des warriors, à savoir guerriers protecteurs de la reine. Crâne ciselé, corps trapu, imposant, avec ses chiens de garde se dévoilent monstres habiles à la nage, plus brutaux, violents et nés pour le combat direct. Ils sont également plus robustes que leurs frères, expliquant les difficultés des Marines à les anéantir. Là où Alien avait fait de son premier Xéno une arme au sang acide, une nouveauté sera également proposée. Ici, les artères explosent en cas de contact, prévu pour atteindre et blesser son opposant si en difficulté, ce qui arrivera à de nombreuses reprises dans le film. Drake, Hudson, X, tous en firent la douloureuse expérience. Alors vous allez me dire, oui mais c'est pas hyper respectueux des travaux de Giger, on n'est pas sur du véritable alien, etc. Mais si je vous disais que cette nouvelle mouture transcendait justement la première. Oui, c'est bien par ce film qu'un simple fantasme se transforma en véritable étude mythologique. De par ses guerriers, nouveauté établie, le terme de drone, pour le passager du Nostromo, arrivera après cette suite, l'or continuant de se développer afin de lui offrir statut et background sur son rôle au sein des colonies xénomorphes, à savoir une intelligence accrue, une volonté de chasse ultra développée, pouvant rester immobile plusieurs jours afin d'attaquer sa victime, prenant parfois des décisions indépendantes, loin donc des Warriors, et s'octroyant parfois capacité de leadership, tout ce que l'on remarquera dans l'œuvre de Scott. Si des rumeurs laissent imaginer que les drones pourraient être des guerriers adolescents n'ayant pas passé l'âge adulte, je préfère les voir comme les garants de la ruche, préparant celle-ci pour la reine à l'instar d'une ouvrière. Ce qui expliquerait par exemple les sortes de cocons organiques que l'on retrouverait dans les essaims, pareil à ceux découverts par Ripley à bord du Nostromo, concoctés par le drone. En ce sens, la suite offre plus-value directe au premier long-métrage. Certes, ce lore fut probablement canonisé après l'œuvre de Cameron, évidemment, n'étant pas responsable de cette mythologie, mais, tel un père créateur, il en donna la possibilité à travers son film. D'autres innovations pourront également être remarquées, comme le génial Xenomorph Runner d'Alien 3, montrant au spectateur son adaptation au code génétique des hôtes pour en mimer les allures, comportements et caractéristiques. Mais ce fut bien l'œuvre de Cameron qui initia ces différences, et donc ces évolutions. Autant d'éléments étoffant plus que jamais l'envers du Nostromo. D'un simple film en huis clos, le spectateur se trouve dorénavant embarqué dans une fresque ô combien dense et copieuse. Pas mal pour un humain. C'est justement là qu'il fit fort. À sa sortie, de brillantes idées ne semblaient pas pour autant promettre pareil avenir pour la franchise. Et pourtant, un constat reste sans appel quand on pense à Alien le Retour. Presque tous les projets d'univers étendu créés par la suite seront basés des écrits James Cameron. Que l'on parle de nombreux comics, retraçant les frasques de marines coloniaux se battant avec des xénomorphes, ou même des premiers affrontements face aux Predators, cette ambiance à la Cameron se ressentira lors de chaque planche par l'envie absolue de suivre un lore proposé par le cinéaste. En le faisant évoluer, bien sûr, mais usant de ses créations comme inspiration.
comme point de départ. Autre exemple, que l'on parle volonté de suite directe ou énième combat avec Yoja, une multitude de jeux vidéo verront Marines reprendre les armes, pour le meilleur et pour le pire, afin de défendre l'espèce humaine. S'il n'est pas brillant dans son gameplay et encore moins dans sa narration tirée par les cheveux, le jeu Alien Colonial Marines en sera parfait exemple. Devenir suite directe de l'œuvre, reprenant même les voix iconiques de Michael Biehn et Lance Henriksen pour l'occasion, revenant une dernière fois sur LV86. Récemment, les marines coloniaux firent aussi leur retour dans Alien Fireteam Elite, mélangeant les genres mais dont le socle demeure Cameronesque. Le 20 juin 2023, Alien Dark Descent proposera jeu tactique de gestion d'escouade et idem, rebelote, les Colonial Marines seront de nouveau à la fête avec design, style et aspect à la Cameron. Il semble donc logique de comprendre qu'à travers ces histoires, continuant ou s'inspirant des travaux initialement conçus par Cameron, celui-ci fut bien comme un père pour la franchise. Et ce, même si ce n'est que d'un socle ayant par la suite proposé moult univers divers et variés, mais très souvent inspirés de ses frasques originelles, à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Concept piège pour jeu extraordinaire, je sais ce que vous allez me dire, entre référence à la boîte noire du Nostromo, retour des acteurs cultes du premier film, Xeno au look proche de l'original et survival immersif en huis clos spatial, Alien Isolation fut bien l'hommage parfait au film de Ridley Scott. Et vous avez raison. Du moins, en partie. Car si l'âme du jeu, son gameplay et sa noirceur rappellent au bon souvenir du premier opus, il est facile d'oublier que sans James Cameron, ce jeu n'aurait simplement jamais vu le jour. Oui, même si ce fut hérésie totale de limiter cette séquence à la version longue du film, tant elle permet de mieux comprendre son rapport avec Newt et le développement parfait de la dame au fil du long métrage, c'est bien James Cameron qui fit d'Ellen Ripley mère d'Amanda. Décédé à l'âge de 66 ans, mais personnage principal du jeu, cherchant des réponses sur la disparition de celle-ci. Alors certes, les événements marquants d'Alien Isolation, tout comme sa narration, prônent retour direct au film original. Mais ce retour fut possible par la créativité de Cameron, et la nouvelle dimension qu'il donna à Ripley. Adepte du féminisme intelligent et des personnages forts, son travail autour de l'héroïne fut bien premier jet de toute sa construction psychologique, et dont l'opposition avec la reine sonnera comme contraste parfait de deux matriarches prêtes à tout. Après avoir vu survivre l'ultime rescapé d'un slasher sanglant dans l'espace, que les bookmakers ne voyaient peut-être même pas s'en sortir vivant lors des projections de l'époque, Cameron use donc de ses talents afin d'iconiser un protagoniste qui deviendra culte devant sa caméra. Son trauma est bien plus poussé, son statut maternel prend le spectateur aux tripes, son jeu est aussi dur que poétique, et on devine déjà que, pour le personnage comme pour l'actrice, jamais le xénomorphe ne pourra quitter son existence. La faisant même graviter autour de bien d'autres éléments étoffés par l'auteur, comme la Weyland-Yutani, les colonies extérieures, les spatio-ingénieurs et autres points de vue augmentant le lore tout autant que ce réalisme spatial, continuité parfaite du film de Scott. D'ailleurs, on remarquera que son style si particulier de conclusion, à savoir une résolution principale, puis un deuxième danger inattendu en fin de séance, sera cette fois repris par Cameron et par toutes les autres suites de la franchise. Si nous revenons côté 7e art, on remarquera également qu'à l'instar de Paul W.S. Anderson, reprenant Mythe de la Reine, les frères Strauss, dont le design des xénomorphes et de nombreux plans s'inspireront, en pas bien, je suis d'accord, mais tout de même, de l'univers signé Cameron, voueront véritable culte au long métrage. Encore plus fort, Neil Blomkamp amorça via de nombreux storyboards et autres scénarii, histoire continuant directement son récit, sorte de multivers à la quadrilogie originale où, après les événements d'Alien le Retour, Ripley, X et consorts vivraient de nouvelles aventures, n'ayant jamais atterri sur Fury 161 et donc toujours bien vivant pour la plupart d'entre eux. Grand fan de Blomkamp, je vous incite vraiment à vous renseigner sur ce qu'aurait pu être le film capable de restaurer la saga, réal parfait pour le genre, et à pleurer de son annulation ensuite. On remerciera jamais assez Ridley Scott, qui, voulant continuer la franchise à lui seul, tua dans l'œuf un projet qui aurait eu autrement plus de profondeur que Prometheus ou Covenant, c'est le moins qu'on puisse dire. The thing that I would have really enjoyed about it was Sigourney Weaver was really down for what I'd written, and the main thing to me was, even though I like Alien 3 and I love Fincher as a director, I just wanted a version of the continuation of what happened after Aliens, and for Newt to be alive, and for Ripley to continue that story, and it was sort of based on that idea. But it's Ridley's world that he created, and it's like it should be his to do what he wants with. So it's all good. J'ai le seum. Non, parce que là c'est pareil, respect pour un grand cinéaste comme Scott, d'accord, respect pour sa vision filmique, d'accord, mais on sent qu'il est ici, comme Cameron, dans un respect un peu trop religieux.
Ou alors qu'il a le seum. Déjà car filmer un univers n'est, à mes yeux, pas forcément le créer, ça contribue à faire vivre un imaginaire évidemment, mais les concepts étaient déjà là, et surtout car dans tous les cas, ça n'aurait pas dû empêcher Blomkamp d'agir. Bon, celui-ci avouera que l'échec de Chappie dut jouer aussi dans la balance. Mais quand même. Alors manque d'originalité ou redite continue du propos Cameron peut-être, mais bien symbole d'un élément phare. La puissance créative d'Alien le Retour à travers le temps. Il y eut donc bien réel mythe entourant cette suite. Mythe de créature, d'influence, de culture et d'émotion. Qu'on se le dise, si Ridley Scott et son équipe construirent un chef-d'œuvre, si Hans Giger fut bien père créateur d'un des monstres les plus grandioses du cinéma, il semble clair que la mythologie alien fut bien créée, façonnée et sublimée par Monsieur James Cameron. De Terminator à Alien, en passant par Avatar ou même Abyss, la richesse intellectuelle du cinéaste fut toujours capable de passer de film à mythologie, de long métrage à culte, de saga à légende, et ce de façon cohérente et pertinente. Dieu sauve James Cameron, Valo Artworks, dernier survivant d'Adley's Hope. Terminé.